Je suis trop contente de vous retrouver en ce mardi 7 mai. Hier soir a eu lieu le Met Gala 2024. Le premier lundi du mois de mai, tous les ans, le Met Gala a lieu. C'est le gala d'ouverture de la nouvelle exposition fashion du Met. Et pour l'occasion, il y a toujours un red carpet avec des invités les plus glamour les uns que les autres sur un thème qui est loin d'être respecté la plupart du temps. Le principe de cette vidéo, c'est que je vous explique dans un premier temps ce thème cette année, ce que j'en attendais moi personnellement, et ensuite on passe évidemment à la critique. Alors le thème de l'exposition qui commence donc aujourd'hui au Met, c'est Sleeping Beauties Awakening Fashion. Les belles endormies, réveiller la mode. Wouh! Alors évidemment, quand on entend le titre de l'expo, on pense tout de suite à La Belle au bois dormant de Charles Perrault, mais attention, ce n'est pas le sujet. On va pas parler de princesse, mais plutôt des vêtements, des vieux vêtements qui sont tellement fragiles qu'ils ne peuvent plus être portés, voire ne peuvent plus carrément être exposés au musée. Il y a des contraintes en fait qui font que le tissu ça se garde très très mal, ça traverse en fait très mal le temps et c'est le sujet de l'expo. Donc les Sleeping Beauties, ce ne sont pas les princesses, mais ce sont les 250 pièces de la collection qui vont être mises en lumière dans l'exposition. L'exposition s'articule notamment autour de 50 pièces principales. L'expo couvre 400 ans d'histoire et s'articule autour de 3 concepts, terre, mer et ciel, parce que l'expo veut aussi engager une réflexion autour de la fragilité des matériaux naturels avec lesquels on crée le vêtement. Donc il y a non seulement la dimension du temps qui passe, mais aussi il y a cette dimension de la fragilité du monde naturel. Dans l'expo, il y a aussi toute une dimension sur non seulement la sustainability, mais aussi sur les nouvelles technologies en fait qui permettent soit de préserver, soit de réinventer, soit de reporter des vêtements qui sont trop abîmés, trop fragiles pour être portés. Cette expo, elle va offrir une réflexion sur le temps qui est assez différente de celle qu'on peut avoir d'habitude quand on pense la mode. Quand on pense la mode, et d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, c'est plein de penseurs justement qui l'ont écrit, on a pour habitude de dire que le temps de la mode c'est le temps du présent, que la mode est la plus grande des utopies parce qu'elle condamne l'exercice du temps, alors qu'en réalité cette exposition nous montre que la mode ne dure pas du tout, que les vêtements sont incroyablement fragiles. La preuve en est que pour les exposer dans des musées, il faut être dans des pièces très très sombres. Je sais pas si vous êtes déjà allé par exemple au Palais Galliera, c'est très frappant. Il y a quasiment pas de lumière dans les salles. Donc ce qui est très intéressant dans cette exposition, et qui est très actuel aussi, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces vêtements-là? Est-ce qu'on les jette? Mais attention, la grosse confusion générale, c'est que ce thème-là, Sleeping Beauties Reawakening Fashion, ce n'est pas le thème du dress code. C'est évidemment lié, mais le dress code, donc le carton d'invitation qu'ont reçu les invités avec le nom du dress code, ce n'est pas ça. Ça, c'est le thème de l'expo. Les invités ont reçu comme mot d'ordre, Garden of Time, jardin du temps. C'est subtilement différent dans le sens où Garden of Time, ça fait en fait référence à une nouvelle qui a été écrite en 1966 par monsieur J.G. Ballard, dans laquelle il raconte l'histoire d'un comte et de sa femme qui habitent dans un manoir et qui ont un très très beau jardin. En fait, il va couper le plus de fleurs possible, le plus de roses possible, ce conte-là, pour ralentir le temps et repousser la foule qui s'approche dangereusement de son château pour s'en emparer. Or, évidemment, le temps passe et petit à petit, les fleurs vont venir à manquer. Donc en fait, de manière métaphorique, ce que raconte cette nouvelle, c'est la chute inévitable de l'aristocratie, mais aussi l'exercice de la beauté pour éloigner la mort. Ça, c'est vraiment les deux thèmes de cette nouvelle, qui est une nouvelle du coup assez dark en réalité, puisqu'il y a ces éléments un peu dystopiques et fantastiques qui viennent la parcourir. C'est très cynique parce que le Met Gala, c'est un défilé de gens extrêmement riches, extrêmement beaux qui s'apprêtent, mais ce sont aussi des stars prêtes à tout pour arrêter le temps, pour figer le temps, rester beau, figer leur visage, utiliser la beauté
dans le but de se préserver en fait. Il y a un vrai élément aussi un peu introspectif dans le thème de Smet que peu de célébrités, voire aucune, n'ont exploité, mais du coup je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de dark quoi. En effet, il y a quelque chose un peu de dystopique à regarder toutes ces stars défiler, des pâquerettes dans les cheveux, avec des robes fleurs, toutes innocentes, toutes magnifiques, tous milliardaires. Vu l'état du monde cette année, sans aucune référence à ce qui se passe un petit peu en dehors de ce tapis rouge, ça peut faire bader. Quelles sont mes attentes ? Tout de suite m'est venue en tête Simone Rocha. J'aurais beaucoup envie de voir beaucoup de Simone Rocha, notamment sa collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Beaucoup de Dries Van Noten qui fait un travail sur les imprimés, sur les tissus chatoyants qui seraient très très beaux d'exploiter. Évidemment Alexander McQueen, Iris Van Herpen. Iris Van Herpen a fait un travail sur la nature et les nouvelles technologies qui est absolument fondamental pour aborder cette exposition et le dress code du Met. Pour moi c'est un peu ça les grands noms, les masterminds que j'aurais aimé voir sur le tapis rouge, car ils sont tous intrinsèquement romantiques, mais aussi à la fois assez sombres, et à la fois ce sont des maisons assez cérébrales, assez intello, donc je pense que avec ces maisons il y a possibilité aussi d'avoir plusieurs niveaux d'interprétation du thème, notamment chez McQueen, c'est un amoureux de la nature. McQueen, il a carrément en 2007 dédié une de ses collections sur la beauté éphémère de la nature, exactement dans le thème. C'est très très créatif chez McQueen parce qu'il ne s'adonne pas à une interprétation très classique de la nature avec des motifs floraux. Non, lui, il a un vrai jeu sur les volumes, sur les textures. C'est très organique en fait comme collection. Mugler, évidemment aussi, avec sa collection Insect en 1997, mais pas que. La collection de 1982 avec les filles qui se transforment en fleurs, littéralement. Ça aurait été trop trop beau de voir ça aussi. J'aurais pu aussi imaginer du Schiaparelli, pourquoi pas, avec des références plus à Elsa, au surréalisme, pour le côté fantastique et poétique. J'aurais bien aimé voir aussi, mais bon, c'est un détail, la montre Crash de Cartier, inspirée par les horloges coulantes de Salvador Dali. Elle est trop trop belle cette montre et ça aurait pu être un élément marrant à retrouver sur le red carpet. En tous les cas, ce que j'aurais eu envie de voir, mes attentes avant de découvrir les looks ce matin même, c'est une réflexion, une proposition esthétique sur l'aspérité d'un vêtement. Comment on détermine si on peut encore porter un vêtement ou pas, s'il est usé ou pas, comment on peut transformer un vêtement, l'upcycler, etc. J'aurais bien voulu voir quelque chose sur le fil en fait, une proposition esthétique, créative, symbolique sur le fil comme concept central de la mode, parce qu'on ne fait rien sans fil dans la mode, mais aussi comme lien à la temporalité, entre différentes époques et tout. Je me suis dit que ça pouvait être une piste à explorer. J'aurais aussi été très très curieuse de voir toute une réflexion sur la décomposition des matériaux naturels versus technologiques, etc. J'aurais vraiment voulu que les invités explorent le jardin dans son aspect le plus boueux, le plus terreux, le plus organique, le plus vivant en fait quelque part, et pas dans le côté petite fleur, petite bourgeon, voilà. Parce que moi j'ai tout de suite eu peur, à raison, on va le voir, que tout le monde parte sur un délire champêtre, avec des motifs floraux à tire-larigot, des jolies robes comme il faut. Je m'attendais aussi à des looks princesses pour celles qui pensaient que Sleeping Beauties c'était en référence aux princesses. Au final ça n'a pas trop été le cas à part Sydney Sweeney, mais on va en parler. Bref. Découvrons ce que les fashions ont porté. Alors on va évidemment commencer avec les coprésidents et les présidents d'honneur de la soirée. Donc cette année les coprésidents étaient Bad Bunny, Chris Hemsworth, dont le look était tellement à chier que je vais pas en parler du tout. Non, on fait l'impasse. Jennifer Lopez et Zendaya. Et les présidents d'honneur de la soirée, c'était Jonathan Anderson, qui est le DA actuel de Loewe. L'autre présidente d'honneur de la soirée, c'était PDG de TikTok, Shuzi Shu. Commençons par juger les présidents. À commencer par évidemment Zendaya. Elle a fait non pas une mais deux apparitions en Galliano
pour les deux. Alors la première apparition, c'est une robe Margiela, en référence assez directe à la robe que Galliano avait faite pour Dior en 1997, automne-hiver, et aussi à la robe de la collecte printemps-été 99 Dior, aussi du temps de Galliano. Alors objectivement, elle est sublime, la mise en beauté est incroyable. Moi j'adore les looks très vamp comme ça. C'est à 2000% du Galliano dans ces années Dior. Il était très très fan de ces looks là, de cette mise en beauté là qui était la signature de Pat McGrath, qui est une icône dans le monde du make-up. Donc la mise en beauté est sublime. Après la robe en tant que telle, moi j'ai pas trop aimé cette première robe en toute honnêteté. It's giving costume de fin d'année, kermesse, what's happening. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre l'aspect irisé du tissu, les rayures sur la jupe sirène, l'espèce d'empiècement qui arrive dans le dos et sur l'épaule, les grappes, les oiseaux sur le cou, la voilette, enfin... J'ai un peu du mal à tout saisir, à tout comprendre. Après bon, elle est un jardin à elle toute seule finalement, Zendaya, donc en ce sens-là, elle est dans le thème. En fait, je crois que c'est le tissu avec lequel j'ai vraiment un problème. Pour moi, c'est vraiment les tissus avec lesquels on faisait nos costumes de danse quand j'étais ado. C'est pas une matière qui a l'air très expensive, je trouve. Les gros froufrous et tout, enfin, c'est beaucoup de choses. Peut-être un peu trop, je trouve. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'elle s'est posée, enfin, c'est un vrai moment de mode. Il est simplement pas tout à fait à mon goût. En fait aussi, ça me saoule un peu quand les créateurs contemporains font tout le temps des auto-références et se réfèrent uniquement à leur travail, alors que le thème du Met permettait aussi d'aller explorer ce qui se passe un peu en dehors de leur nombril, et Galliano est le maître pour ça. Et du coup, le fait qu'il ait été genre omniprésent sur le red carpet et qu'il ait fait beaucoup d'auto-références, alors qu'en plus Galliano, sa période Dior, enfin, qui se rappelle quand même qu'il a été viré de Dior pour des propos antisémites hardcore. Je sais pas, genre gros, sors un peu de ton era et va voir ailleurs et cultive de nouvelles choses. Donc ça peut aussi un petit peu m'exaspérer. En revanche, sa deuxième apparition dans la deuxième robe, là je peux mourir. C'est à 100% ma cam, c'est une robe Givenchy couture du temps de Galliano, issue de la collection printemps-été 96. C'est un look très vamp, très glam, même dans celui d'avant du premier. Zendaya a pris le parti pris d'être vraiment très marquise. Elle est totalement dans la DA de la nouvelle, dans l'atmosphère assez vamp, assez aristo. Je trouve que ça lui va très très bien, je trouve sa mise en beauté avec ce coin rose hyper beau, ça apporte de la lumière, de l'éclat à un look assez sombre, et il y a ce fantastique couvre-chef, et c'est un couvre-chef en référence directe à la collection d'Alexander McQueen de 2017 dont je vous parlais juste avant. C'est inattendu parce qu'on s'attendait pas à avoir une robe noire avec un thème pareil. Cette robe, c'est un sans faute, ce look est un sans faute, et il me convainc beaucoup plus que sa première apparition, que je trouve limite un peu cheap parce que too much, et moi ce genre de matière j'aime pas. Nous continuons avec Jennifer Lopez, qui était aussi présidente de la Night, enfin coprésidente, dans un look Schiaparelli. Alors très belle, hein, J-Lo, qui pourrait dire l'inverse. Elle a un côté assez féerique, je trouve qu'elle est dans le thème, son maquillage c'est très glowy, très frais. Les détails de la robe sont très beaux. Moi je déteste le collier, vraiment le collier, mais c'est pas possible, on n'avait pas besoin de ce gros collier là. Mais je trouve que c'est quand même assez basic, ça fait très jolie robe de red carpet. C'est trop léché, ce look il aurait été super si elle avait joué le jeu niveau glam, et aussi avec les bijoux à la place de ce gros collier en diams. Moi j'aurais mis une énorme pierre, genre une énorme pierre orange ou rose fuchsia avec une bague, avec une énorme pierre aussi. Ça casse pas trois pattes à un canard, franchement. Nous continuons avec Bad Bunny, Bad Bunny, qui lui était aussi en Maison Margiela. Maison Margiela a vraiment raflé tous les looks, tout le monde a parti du Margiela.
pour le meilleur et pour le pire. En tous les cas, pour Bad Bunny, c'est un quasi sans faute, je trouve. C'est très très intéressant d'être parti sur l'idée de inside out, de montrer les coutures. Non seulement c'est la marque de fabrique de Margiela, mais surtout au vu du thème, de cette dimension vraiment de comment est-ce qu'on détermine un vêtement qui peut être porté ou pas. Il y a ce jeu-là qui est très intéressant. Néanmoins, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments hétéroclites dans ce look qui brouillent un peu les pistes. Genre les lunettes, pour moi elles sont dans une autre vibe que le chapeau, et le liseré rouge, je suis pas sûre qu'il eût été vraiment indispensable, mais sinon ça lui va très bien. La fleur, les fleurs sont très très jolies, et vraiment cette couture blanche, moi elle me convainc à 1000%. Anna Wintour, guys, Anna Wintour, attention, pour une fois elle est dans le thème. Anna Wintour, il faut savoir qu'elle porte tout le temps du Chanel. C'est la première fois depuis peut-être 150 ans qu'elle n'a pas porté de Chanel. Elle était en Louis V, mais c'est surtout son manteau qui est intéressant, parce que son manteau, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est une référence à l'Evening Cloak de Charles Frederick Worth, qui est un peu l'inventeur de la haute couture dont je vous parlais dans ma vidéo sur la haute couture récemment. Donc en vrai, c'est hyper cool, je trouve, de faire référence à cette cape de Frederick Worth qui en fait ne pourra plus jamais être portée, et de la réinterpréter par-dessus une robe. Je trouve ça assez cool, et pour une fois, franchement, soulignons-le, Anna Wintour a fait un effort. Emma Chamberlain était en Jean-Paul Gaultier, en référence directe à un show de JPG il y a 10 ans, je me rappelle plus de l'année maintenant. Quasi gothique même son look. Elle est partie sur de la dentelle. Je trouve ça très intéressant de choisir la dentelle et de la traiter comme elle l'a, comme son équipe l'a traité, parce que en fait on en a pas vu tant que ça sur ce red carpet de la dentelle, alors que la dentelle c'est souvent un motif floral, ça peut faire penser vraiment aux fleurs, c'est délicat. Moi je m'attendais à en voir, or ça n'a pas tant été le cas, donc déjà j'apprécie le fait que Emma Chamberlain y ait pensé, et ce qui est très intéressant c'est qu'elle n'a pas un usage dans ce look de la dentelle très courant, dans le sens où déjà le look est brun, mocha, ça lui va hyper bien le brun, et je pense que la DA sur ce look c'est vraiment le côté terre du jardin. On est sur la terre, la boue, et en fait de traiter ça avec de la dentelle c'est hyper inattendu, c'est très contrastée. On dirait un peu à certains endroits que sa robe est arrachée, comme si elle était passée au travers de ronces. Et puis ça exprime aussi cet aspect-là, la fragilité de la mode, mais aussi de la nature qui est en décomposition, d'où le côté brun, le côté filamenteux en fait de cette tenue qui flotte autour de son corps, littéralement un peu défaite, un peu marécageuse comme ça. Le haut du corps est enfermé dans un corset et tout le bas du corps est complètement ouvert et filamenteux. Après c'est vrai que c'est un look très 2024, c'est un glam très 2024, très attendu, c'est pas hyper étonnant, et j'aurais aimé aussi que la robe soit un peu plus snatch, qu'elle soit un peu plus serrée sur elle, mais je la trouve quand même très belle, et c'est vraiment un 10 sur 10 d'un point de vue du thème. Bravo Emma. Passons maintenant à Doja Cat. Doja Cat qui nous crée à chaque fois des moments de surprise. Elle a fait le truc le plus original et le plus smart de la night, je pense. Déjà esthétiquement, avant de parler des références, esthétiquement on dirait une morte qui sort de la grande fontaine du jardin du comte pour partir le hanter toute la nuit. Pour moi, on est totalement dans l'esthétique de cette nouvelle. Elle l'a dit en interview, en fait elle savait en lisant le dress code que les gens allaient pas mal partir sur des fleurs, que les gens allaient porter des fleurs. Et elle s'est dit oui mais moi ma fleur préférée c'est le coton. C'est pour ça qu'elle voulait porter un t-shirt blanc tout simple. Il y a un aspect assez poétique je trouve déjà dans l'interprétation qu'elle livre du thème, mais aussi dans le look, c'est assez subtil avec cet effet mouillé qu'elle a créé grâce à du gel qu'elle a enduit sur son corps. Donc Doja Cat, bravo à elle, elle a understood the assignment. La dame blanche qu'on essayait d'invoquer en CM2 en tapant 3 fois dans le miroir à minuit là. C'est vraiment exactement ça pour moi. Ouh, la luminosité fait des siennes. Lana Del Rey qui nous a créé quelque chose d'hyper intéressant. En gros, elle a porté une création sur mesure faite par Sean McGear qui est le nouveau DA de Alexander McQueen puisque Sarah Burton a quitté la maison il y a quelques mois. Et ce look est en directe référence au défilé Alexander McQueen automne-hiver 2006. Il y avait ce look avec des espèces de rames de serre. C'est absolument iconique. Moi, il faut savoir que je suis fan de Lana Del Rey.
Je suis fan d'Alexander McQueen, j'ai le cœur plein. J'adore le voilage qui colle très bien avec le personnage de Lana Del Rey. Les boisures, c'est très premier degré, mais c'est beau. La couleur lui va bien. La chaussure, franchement, c'est fun, c'est drôle, j'adore. C'est une robe qui, d'un point de vue du savoir-faire, est exceptionnelle. C'est une robe corsetée en soie, en tulle, brodée à la main de branches d'aubépine en bronze martelé. Les branches sont inspirées par des sculptures de Giacometti. Moi j'adore aussi le travail de ce sculpteur. Je trouve ça aussi génial de faire appel à McQueen pour Lana Del Rey, qui est un créateur obsédé par la notion du temps, mais aussi par la nature, comme je vous l'ai déjà dit. Lui-même, il intégrait beaucoup les nouvelles technologies dans ses défilés, et c'est notamment le cas dans le défilé automne-hiver 2006 auquel le look de Lana fait référence, puisque le final de ce défilé-là, c'est une pyramide en verre qui se remplit tout à coup de fumée blanche qui apparaît de nulle part. Et cette fumée, petit à petit, se transforme en virevoltant dans les airs, en la forme mouvante d'une femme enveloppée entre les plis d'une robe. Et cette femme, c'est Kate Moss. Enfin, l'hologramme de Kate Moss. Ce final, il est époustouflant. McQueen, c'est quelqu'un qui intégrait toujours les nouvelles technologies dans son art, et je trouve ça génial de faire référence à ça aujourd'hui dans le thème, parce que finalement, les nouvelles technologies, on les a très très peu vues. C'est quelque chose qui a cruellement manqué à ce red carpet. Donc voilà, Lana Del Rey, je trouve que tout ça fait sens, et que aussi c'est très beau, je la trouve très belle sur les photos. Même si ça fait un peu trop costume, à la fois c'est le jeu du Met Gala, pour moi c'est un pari rempli. Mindy Kaling, alias Kelly dans The Office, quelle femme, je l'adore. Elle porte une robe du designer indien Gaurav Gupta. Franchement, j'aime bien. C'est pas mon look préf, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Alors, ce que je trouve vraiment dommage, c'est le côté scintillant devant. Pour moi, ça aurait été beaucoup mieux sans paillettes et tout. La robe est fantastique de dos. La pauvre, c'est une robe très sculpturale, il y a tout un travail sur le volume qui est quelque chose qu'on a très très peu vu lors de ce Met Gala, donc je suis contente de voir que quelqu'un a fait cet effort là. Ça donne vraiment un effet sculpture de jardin, et en même temps c'est vrai qu'avec ce côté sable, elle ressemble limite un peu à un sablier, en lien avec le temps. Pour moi ça passe dans le thème. En parlant de sablier, j'évoque maintenant la robe de Tyla, qui est une robe Balmain. What the fuck. C'est donc en fait une robe sans en être une. Olivier Rousteing l'a expliqué, le sable a été moulé sur son corps en fait. Donc ce qui est incroyable, c'est que cette robe ne peut être portée que par elle, ne peut être portée qu'une seule fois. Donc il y a vraiment un côté éphémère là-dedans, le côté éphémère du beau de la robe, du vêtement, le vêtement comme une occasion unique en fait. Elle peut être portée que ce soir-là, et puis après elle redevient une sleeping beauty. Donc pour moi on est à 100% dans le thème. Je trouve que la mise en beauté est très chouette. J'aime beaucoup le cut dans le sourcil. C'est très contemporain, ça change. Et puis la raie des fesses et tout, c'est quand même assez érotique. Alors que franchement, au Met Gala, on voit de moins en moins des nibards et des culs. Le seul truc qui m'a un peu gavé dans la tenue, c'est le sac à main sablier. Parce qu'en fait, on avait compris que t'étais un sablier Tyla, genre c'était obvious. Pas besoin d'en rajouter une couche, hein. Mais c'est un sans faute à part ça. Bravo à elle. Une autre robe assez sculpturale, taillée à même la peau, la robe de Elle Fanning, également en balmain. Je trouve qu'à la fois elle fait effet plastique entouré de cellophane, et à la fois avec le côté huilé du haut du corps, sa beauté qui va assez bien avec ce style de robe et tout, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche quand même. Petits oiseaux là, parce que du coup l'inspiration de cette robe, c'est les fontaines de jardin quoi. Il y a certaines photos sur lesquelles je la trouve somptueuse, et d'autres où je suis un peu en mode cellophane. Lena Situation était là pour son deuxième Met Gala, et elle a porté du Schiaparelli. Le moment fort de la robe de Lena, c'est cet empiècement métallique fleur. Elle a un très joli port de tête, donc ça la met vraiment en valeur. J'aime bien le côté plissé du tissu, comme si elle s'était enroulée vite fait dans une serviette, mais ça me convainc pas non plus à 100% parce que en vrai, c'est pas trop dans le thème, je trouve. À part le fait que ce soit des fleurs, je vois pas d'interprétation, il y a pas de référence. Pourtant, chez Schiaparelli, en vrai, il y a tout un travail sur le surréalisme. Je pense qu'il aurait été intéressant d'aller du côté des premières créations d'Elsa, qui aurait pu se marier hyper bien avec l'atmosphère un peu fantastique du conte. Là, c'est une très jolie robe de red carpet, mais je vois
pas vraiment le lien avec le thème. Et aussi la mise en beauté m'ennuie. C'est une jolie mise en beauté mais pas pour le Met en fait. Et ça c'est un truc mais ça me rend folle. 90% des stars se maquillent pour le Met comme si c'était un red carpet normal. Mais en fait non, le maquillage fait partie de la silhouette. C'est une partie même essentielle. La preuve avec Zendaya. La preuve avec Adwoa Aboah qui a un haut rouge et une jupe rouge H&M dont je suis vraiment pas fan, mais son maquillage est trop beau, c'est expérimental, pourtant c'est très simple, elle est quand même hyper belle, t'es pas obligé de te faire un make-up où tu sais pas à quoi tu vas ressembler sur la photo, évidemment que non, mais il y a quand même de l'inventivité, de la créativité dans le make-up, ça réinvente un peu nos usages du maquillage et c'est pour ça que le Met Gala est intéressant et pertinent aussi comme moment mode dans l'année. Donc moi les glams classiques, ils me font un peu chier, je l'avoue. Dua Lipa en Marc Jacobs, elle s'est foirée mais totale. Elle s'est perdue la sœur. Oulala, le mélange des matières, ça ne va pas. On dirait une danseuse de cabaret. Puis l'espèce de d'empiècement beige sous la dentelle pour pas qu'on voit ses seins, c'est juste hideux. En fait, si tu portes de la dentelle, il faut rien porter dessous. Surtout sur un red carpet. On ne comprend rien dans ce look. Vraiment, je crois que c'est un des pires looks. Je suis choquée parce que Dua Lipa, elle a un bon style. Normalement, j'aime bien ses robes de red carpet et tout, mais là, vraiment zéro. Désolée. Kendall Jenner a porté une robe Givenchy, une robe d'archives de 1999, du temps d'Alexander McQueen. Encore une fois, Alexander McQueen. Donc bravo à Kendall Jenner quand même d'être allée chercher cette archive. Cette robe est exceptionnelle. La manière dont c'est cousu, une myriade de petites perles avec ses grandes franges, il y a quelque chose d'assez impérieux dans cette robe que je trouve très beau. À la fois c'est très sexy lorsqu'elle est de dos et qu'on voit cette échancrure ouverte sur les fesses. C'est la voix qui parle parce que bug technique, mais je disais que oui c'est sexy cette échancrure et tout, mais que j'aimerais souligner le fait que Kendall Jenner a un talent fou pour rendre des robes extraordinaires basic as fuck. Enfin genre on s'ennuie. C'est une robe qu'on ne peut pas porter comme si c'était une robe Jacquemus. Or Kendall Jenner l'a portée comme si c'était une robe Jacquemus et cela m'exaspère. Elle a le don de faire ça chaque année, Met Gala après Met Gala. Elle a la même tête sur les photos, la même expression faciale, le même maquillage. Elle est là pour être jolie. Ok, elle est jolie. Mais nous, on s'ennuie derrière nos écrans, en fait. Il faut avoir de l'allure, en fait. C'est ça. Et l'allure, ça ne s'apprend pas. Ou du moins, l'allure s'agrémente d'un make-up, d'une pose, d'un goût du risque. Et Kendall Jenner ne veut pas prendre de risques. Donc moi, ça m'ennuie. Et aussi, il y a tout un drama autour du fait que, soi-disant, c'est la première fois que cette robe a été portée depuis le show qui a été quand même montré sur des mannequins inertes. Mais en fait, on a retrouvé, les girlies du Twitter haute couture ont retrouvé des photos de Winona Ryder qui a l'air de revêtir cette robe. Je ne sais pas ce que c'est le fin mot de l'histoire. Je crois que personne ne sait. Est-ce que Kendall a porté un dupe et ils ne veulent pas le dire? Est-ce que Winona a porté le dupe ou est-ce que Winona a aussi porté la vraie mais que personne ne veut le dire? Bref, on ne sait pas, mais il y a anguille sous roche. Kylie Jenner, parce qu'on va faire toute la famille Jenner, Kardashian, elle aussi elle a eu accès à une robe d'archive exceptionnelle, une archive Givenchy. J'adore cette espèce de traîne un peu loufoque qui sort des fesses, ça fait un peu queue de pan comme ça, je trouve ça assez drôle. Avec sa mise en beauté, son chignon, ça fait très bouton de rose, elle est très mignonne, mais est-ce que c'est vraiment un moment de mode? Non, je ne pense pas. Ça manque d'un petit twist pour moi, de quelque chose d'un peu plus contemporain. Et puis passons à Kim qui a porté une robe Maison Margiela. Je vois un peu ce qu'elle a voulu faire, mais pour moi c'est pas convaincant. Ça me fait pas rêver. Et puis surtout, la taille. Non mais Kim Kardashian, il faut qu'elle arrête. Genre franchement, elle commence à tous nous fatiguer. Comment c'est possible? Ça fait trop flipper. Après, ça a dû être une prouesse, parce que la Go a dû monter toutes ses marches en apnée, clairement. Après, est-ce que le jeu en valait la chandelle parce que le look n'est pas si dingue? Franchement, elle aurait pu venir sans se faire retirer toutes ses côtes, ni son estomac, et ça se serait bien passé, quoi. Ah, maintenant on va parler d'un look que j'ai adoré, c'est le look de Wisdom Kay, qui est un mannequin qui écrit aussi dans Vogue et tout. C'est son premier Met Gala. Il a porté un ensemble Robert Woon, c'est la collecte printemps-été 2023 haute couture, parce que Robert Woon avait été invité justement à défiler pour la haute couture. Non seulement Robert Woon sait coudre, il maîtrise les coupes
à la perfection. Mais en plus, le concept de cette collection est incroyable parce qu'il destroy littéralement la haute couture avec des trous de cigarettes, des taches de vin, une mariée qui porte une robe brûlée, une mariée qui a brûlé sa robe. C'est quand même hyper fort comme image, je trouve. Donc non seulement avec cette collecte, Robert Woon a réussi à twister la symbolique de la haute couture et de les réveiller un peu, mais aussi son artisanat. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc bravo à Wisdom Cake de cette tournée vers Robert Woon parce que c'est hyper intelligent. Ces pièces abîmées, elles offrent une réflexion sur ce qu'on considère comme étant un vêtement, comme étant de la haute couture, comme étant quelque chose qu'on peut porter ou qu'on ne peut plus porter, comme étant quelque chose qu'on devrait réparer ou non, tout à fait dans le thème. Bravo à lui. Taylor Russell. Franchement, c'est mon look favori. Elle est habillée en Loewe. Évidemment, elle est ambassadrice de Loewe. C'est tellement beau ce jeu entre les matières avec à la fois la rigidité du corset imitation bois et le drapé de la jupe. Ça marche hyper bien, cette dualité là. Il y a aussi, je trouve, une référence avec ce jeu de drapé sur la jupe aux toges antiques. En fait, la silhouette est un mix de plein d'influences, plein d'époques, et pourtant quelque chose de très contemporain, notamment avec cette petite frange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce corset, il a été moulé en 3D pour s'adapter parfaitement à son corps. Puis il a été imprimé avec le motif en bois à l'aide d'une technique qui s'appelle l'hydrosublimation, et Loewe avait déjà fait appel à cette technique dans un de ses défilés en 2023. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le côté trompe-l'œil du bois brouille aussi les frontières entre le naturel et la technologie, et donc pour moi c'est exactement dans le thème à tous les niveaux. J'ai pas les mots. On retourne à du Galliano, promis, on arrête bientôt avec le Galliano, mais il y a deux looks dont j'ai envie de vous parler, justement sur cette notion de savoir porter une robe, c'est-à-dire avoir de l'allure, parce que on a d'un côté Natasha Poonawalla, qui est une femme d'affaires indienne, très férue de mode, qui a été déjà invitée au Met et tout. Elle a donc porté cette tenue Margiela effet toile d'araignée. Le côté de toile d'araignée marche assez bien. En plus, c'est une référence aux Sleeping Beauties, à une robe qu'on aurait oubliée pendant des centaines d'années dans un coffre-fort, qu'on rouvre, on découvre cette robe pleine de poussière. En vrai, j'aime bien l'idée, j'adore la robe, je trouve que ça aurait pu être un super truc. Et pourtant ça ne prend pas. Et pourquoi ça ne prend pas? Parce que le make-up est horrible, le make-up est nul à chier, c'est hyper basique, c'est un make-up qui ne va pas avec la vibe de la robe, et elle n'incarne pas aussi cette robe. Quand on porte une robe pareille, quand on porte une robe Margiela, il faut avoir une attitude qui va avec, parce que sinon pas d'intérêt. Parce que là du coup on a une sublime robe à qui on ne rend pas justice, et c'est triste. Alors que regardez, Gwendoline Christie, elle est aussi en Margiela, et là, on a un vrai moment mode. Pourquoi? Parce qu'elle joue le jeu, parce qu'elle sait poser, parce qu'elle sait jouer avec la caméra, parce qu'elle a une coiffure et un make-up qui se marient parfaitement avec sa tenue, avec la vibe de sa silhouette de manière générale. J'adore les scarpins jaunes avec, pour moi c'est des détails qui tuent. Et franchement, avec le fond vert du red carpet, c'est incroyablement beau. On dirait une duchesse qui sort de sa mansion une fois par an pour aller couper ses roses, et puis après on ne la voit plus de l'année. Vraiment bravo à elle. FKA Twigs a fait appel à Stella McCartney pour son look. Je trouve ça super cool de se tourner vers Stella McCartney pour ce Met-là, puisque Stella McCartney depuis le début de sa carrière est... c'est bien la seule lorsque ce n'était pas encore trendy. Elle fait tout un travail sur la sustainability, sur de nouveaux matériaux, les nouvelles technologies de la mode, etc. Notamment tout un travail sur le cuir végétal et tout. Pour moi, c'est hyper intelligent de faire appel à elle. Après, son look, je le comprends pas trop. En fait, pour moi, les sous-vêtements bijoux, il ne se marie pas du tout avec l'espèce de petite veste cordelette, là, j'ai pas compris. La mise en beauté, pour le coup, de FK est magnifique, c'est somptueux, ça lui va hyper bien, mais ça ne s'associe pas avec cette espèce de manteau. Et puis surtout, à part le fait que Stella McCartney soit une créatrice qui s'intéresse aux matériaux naturels, etc., je vois pas trop le lien avec le thème, quoi. Teyana
Taylor, en vrai, elle a dead ça. Je ne connaissais pas cette femme qui est musicienne apparemment, mais j'ai adoré son look. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une robe qu'elle était censée porter pour son show burlesque, parce qu'elle a un show de burlesque. Et en effet, c'est un peu une interprétation burlesque du thème, ce que j'aime bien, parce qu'elle a réussi un peu à se l'approprier et à ne pas en faire une interprétation trop littérale. J'adore le glam avec le côté noir et rouge, le velours de la traîne. Il y a un côté très Draculette, très dark, manoir, très désuet aussi. Pour moi, ça change vraiment de l'interprétation du thème qui était à 90% très littéral, très naïf, très champêtre. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dark et de beaucoup plus sensuel aussi, qui fait écho à la mort pour moi. La beauté comme un moyen de s'en préserver, mais aussi à son inévitabilité, puisque elle a quelque chose d'un vampire en fait dans ce look, comme si elle était déjà inscrite dans le marbre et que malgré sa volonté de rester jeune, de rester belle et de rester en vie, elle est un vampire quoi. Aya Nakamura, pour le coup j'ai beaucoup aimé sa mise en beauté. Elle porte du balmain. Après franchement la robe, ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir. Mais pour la représentation de la France, c'est bien. Sydney Sweeney. Elle avait une robe Miu Miu. Et en plus, elle a abandonné ses cheveux blonds pour une petite perruque noire à franges. Là, sur le papier, si je regarde pas l'image, j'adore, j'adhère, j'achète. Or, quand je regarde l'image, c'est tout ce que je craignais. C'est tout ce que je n'avais pas envie de voir. C'est une robe de princesse bleu ciel hyper gnangnan avec cette tulle à fleurs. C'est une référence directe à Blanche-Neige. Donc moi ça me saoule. C'est pas le thème. C'est pas contemporain. C'est pas fun. C'est claqué au sol. En revanche, celle qui est hyper contemporaine, alors qu'elle est bien plus vieille, c'est Isabelle Huppert en Balenciaga. Évidemment, elle est égérie Balenciaga. Et ce qui est dingue, c'est l'histoire derrière cette robe. En fait, c'est une reproduction de la Mermaid Bride des Kahlo sœurs, qui sont 4 sœurs, en fait, qui ont ouvert leur maison de haute couture en 1895. Et Isabelle Huppert, l'arrière-arrière petite-fille de l'une de ces 4 sœurs, qui s'appelle Marthe Bertrand. Et donc elle a porté une recréation par Balenciaga de cette robe. Je trouve déjà l'histoire géniale, on est en plein dans le thème sur la notion du temps. Elle était absolument divine avec cette traîne toute fine, toute légère qui prend la forme de pétales de fleurs. Ce blanc champagne un peu immaculé sur le verre du podium. Je trouve ça chouette aussi quand ce sont des marques qui font des remakes de pièces qui ne sont pas issues de leur propre maison. Je trouve que c'est aussi un peu pour montrer la circularité dans la mode et tout. Enfin, il y a cet aspect-là que j'aime beaucoup aussi dans le look. Donc pour moi, c'est un grand bravo. On continue avec Paloma Elsesser, qui est une mannequin que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le style. Je suis très mitigée. C'est un look H&M, aussi dans une inspiration statue, un peu comme Tyler Russell. En vrai, j'aime le corset en métal. J'adore la couleur. J'adore les seins proéminents. C'est cool, c'est puissant. Seulement pour moi, le problème de ce corset, c'est qu'il est beaucoup trop long. Il aurait dû s'arrêter beaucoup plus haut pour qu'on voit vraiment ses hanches, parce que là on les voit à demi avec cette jupe taille basse. On dirait que c'est accidentel. J'aime aussi le fait que ce corset, pour moi, c'est une référence au corset en métal Alexander McQueen de la collection Printemps-été 2000. Ça, j'adore. J'aime le contraste avec la jupe bouffante, le fait que ça soit pas du tout la même DA ni les mêmes matériaux. Mais pour moi, du coup, oui, ce corset aurait dû être plus court pour qu'il lui aille vraiment bien. Pour moi, ce corset aurait dû être plus simple. On n'avait pas besoin de ces fleurs, feuilles, cet empiècement, en fait, qui brouille un peu la vision, je trouve, de la silhouette. L'idée est cool, mais c'est pas hyper bien fait, quoi. Nicki Minaj a porté une robe marnie sur mesure. J'avais envie de parler d'elle parce qu'il y a plein de nanas qui ont fait des déclinaisons florales dont je n'ai même pas envie de parler tellement c'est boring. Évidemment, je fais référence à Rebecca Hall, à Jessica Biel, à Gigi Hadid, à Emma Mackey, à Ayo Edebiri en Loewe aussi. Enfin bref, il y en a plein qui ont fait des variations florales, boring et très simples. Et oui, belle, hein, mais chiante. Alors que Nicki Minaj, elle a joué le jeu à fond et il y a un côté quasi naïf en fait dans son interprétation que je trouve assez drôle, un côté presque enfantin et du coup pour moi ça fonctionne et c'est marrant, on se marre, c'est délire. Enfin, dernier look dont on parle, Mona Patel, que je ne connais pas du tout, mais j'étais obligée d'en parler parce que c'est la seule à avoir porté une robe sur mesure, Iris Van Herpen, avec des empiècements sur les bras qui bougent effet papillon. Absolument sublime. Iris Van Herpen aurait dû être plus présente sur ce tapis rouge. Je ne comprends pas pourquoi personne d'autre n'a fait appel à elle. Alors certes, ces pièces sont
extrêmement vite reconnaissable, donc il y a un côté un peu difficile à styliser, à s'approprier, mais à la fois c'est la créatrice parfaite pour ce thème. Donc moi je suis contente qu'il y ait quand même eu Mona Patel qui ait porté une robe Iris Van Herpen, parce que sinon, eh bien j'aurais été triste. Je me rends compte que j'ai très peu, voire quasi pas parlé des hommes. Bon, évidemment, parce que moi, ils m'intéressent toujours un petit peu moins sur les red carpet. Après, faut dire que là, ils ont quand même fait un effort. Hein. On a eu moins de costumes pingouins que d'habitude. Mais je suis désolée, même s'ils font des efforts, ils sont quand même pas très beaux. Je veux dire, la barre est au sol. Je veux dire, regardez Sam Smith, Mark Metrick, Dan Levy. Trop beau son costume Louis V, trop beau. Mais jouez un petit peu plus. Donald Glover, il est trop beau son costume. En vrai, son costume brun, je le trouve magnifique, mais j'aurais trop vu une énorme fleur hyper colorée à la boutonnière au niveau du col, un truc un peu drôle, un peu 70s. En plus, personne n'a exploité le côté 70s alors que les fleurs sont quand même le motif des années 70. John O'Connor et Mike Feist étaient en Louis V. C'est assez sympa, hein, ils sont partis sur l'esthétique un peu manoir, conte, etc. Mais après, on va pas se mentir, ils ont quand même l'air cons, quoi. Donc bon, j'avais pas envie de les commenter plus. Je trouve que les robes des nanas sont quand même plus intéressantes à commenter, il y a plus de références, c'est quand même plus riche de manière générale. En conclusion, pour ce Met Gala, beaucoup de robes qui se ressemblent dont je vous ai pas parlé. Là, je vous ai vraiment parlé des trucs intéressants ou des déceptions. Après, il y a eu très peu de trucs autour de la sustainability, ce que je trouve bizarre parce que c'est quand même un élément central pour moi de l'expo, mais aussi du thème de ce dress code. J'aurais voulu voir plus aussi d'exploration sur le thème du temps, en fait, du temps qui passe, et moins simplement sur le côté jardin. Le côté jardin était beaucoup plus facile, donc évidemment que les célébrités se sont jetées dessus. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire quels sont vos looks préférés, quels looks vous ont insurgé, enfin vraiment j'adore. Je passe ma vie sur Twitter depuis ce matin, donc donnez-moi vos commentaires, je me ferai un régal de les lire. Likez cette vidéo si elle vous a plu, à très vite.